Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Un grand merci à vous de nous rejoindre cet après-midi chez Eura Technologies Lille, un des premiers incubateurs d'entreprises en Europe. Je suis très heureuse de co-animer cette table ronde où on va parler d'entrepreneuriat, de création d'entreprises, d'accompagnement avec Yacine Garbaz du collectif Founder Family. Et je suis très heureuse d'être là, ici à Lille aujourd'hui, pour cette nouvelle étape du CPA qui a pour objectif d'accompagner les entrepreneurs de la diaspora. Vas-y, Yacine. Bonjour Fabiola, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes réunis tous ici ensemble à Lille pour une série de tables rondes qui nous permettra de découvrir les dispositifs dédiés à l'entrepreneuriat, notamment en faveur de la diaspora. Tout au long de l'après-midi, nous échangerons d'abord avec des experts qui apporteront leur vision, qui apporteront leurs remarques par rapport aux réseaux, notamment les réseaux réunis autour du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Et ensuite, nous allons recueillir les précieux conseils d'entrepreneurs qui agissent en faveur de l'Afrique et en faveur de la diaspora en France. Avant d'aller dans le vif du sujet, il y a un point qui nous a beaucoup marqué, Yacine et moi, quand on a commencé à préparer l'événement. C'est que tous les entrepreneurs avec qui on a pu échanger, et on va avoir tout un panel hyper inspirant et hyper intéressant qui va nous rejoindre tout à l'heure, c'est que toutes ces personnes nous ont dit qu'en tout cas, c'était extrêmement important quand on a une idée, même si le projet n'est pas encore complètement finalisé, qu'il était important de bien s'entourer et en tout cas de pouvoir aller chercher les bonnes infos au bon endroit. Donc c'est pour ça que ça nous paraissait important aussi d'échanger avec des acteurs qui viennent accompagner cet écosystème qui est en train de se structurer. Un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui travaille un peu seul dans son coin, il travaille un peu seul dans son garage et il fait des brainstorms un peu tout seul, mais c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher l'information, c'est quelqu'un qui est capable de se faire accompagner. Et aujourd'hui, ça nous paraît essentiel de laisser la parole justement à ces nombreux acteurs qui viennent permettre d'avoir une certaine émulation dans le projet. Avec Fabiola, nous avons imaginé un programme complet pour cet après-midi, parler bien évidemment d'entrepreneuriat, mais également de start-up, de diplomatie, de l'engagement de la société civile, du développement et des dispositifs dédiés à la création d'entreprises. Et commençons tout de suite avec Yann Karvarek. Bonjour Yann, vous êtes le vice-président d'Eura Technologies dédié au développement. Eura Technologies a pour objectif le développement et l'accompagnement des entrepreneurs du numérique, notamment en région. Eura Technologies, c'est plus d'une centaine d'accompagnements et d'incubations par an. C'est un réseau développé à l'international. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le travail que réalise Eura Technologies, notamment dans sa dimension internationale? Oui. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yann Karvarek. Aujourd'hui, pour ceux qui sont présents dans la salle, vous êtes dans le plus grand lieu d'innovation en Europe. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a vraiment dit? Eura Technologies, c'est en 13 ans, sous l'impulsion de Pierre de Saint-Ignon, qui a été le papa d'Euratech, qui a œuvré pour qu'un projet comme celui-ci émerge. C'est 300 entreprises, c'est 4500 personnes qui travaillent à Eura Technologies aujourd'hui. C'est 200 porteurs de projets l'année dernière au sein de notre dispositif d'incubation. Mais ce n'est pas que des startups, c'est aussi les plus grands centres de recherche nationaux qui sont présents à Euratech, l'INRIA, le CEATech, c'est aussi des écoles. On a une formation qui s'appelle le Wagon, qui est un peu partout en France, qui permet d'apprendre à coder très facilement, comme d'autres formations, Simplon, Rocket School, et même l'Université catholique de Lille qui s'est installée avec ses masters éco, gestion, data, cybersécurité. 1000 étudiants qui se sont installés sur le campus il y a quelques mois maintenant. Eura Technologies, c'est 2 grands programmes d'accompagnement ouverts à tous les entrepreneurs qui ont envie d'entreprendre, un incubateur, un accélérateur, et on est vraiment une boîte à outils. Et je prendrai l'exemple de Loïc de Jobacash. Loïc, il a développé une application pour la diaspora. Et cette application, quand il l'a fait au sein de l'incubateur d'Eura Technologies, il a compris que oui, on allait lui mettre à disposition des contenus. Oui, il allait avoir des startup managers. Mais le travail qu'il devait faire, c'est d'utiliser, de puiser cette boîte à outils et de ne pas attendre qu'on aille faire à sa place. Et ça, c'est le message que j'ai envie de faire passer. On est un formidable outil et cet outil, il permet à un ensemble d'entrepreneurs, de personnes qui ont envie d'entreprendre, d'avoir tout ce qui leur permet de développer leur start-up en France. Je pense par exemple au dispositif French Tech Visa, par exemple. Mais il y a aussi un panel énorme de dispositifs régionaux qui permet à ces entrepreneurs de pouvoir créer leur start-up et l'accélérer.
Merci beaucoup Yann, Euratechnologie comme un accélérateur de projets de start-up. Merci beaucoup. Vincent Ledoux, bonjour. Vous êtes le député de la 10e circonscription du Nord et vous êtes notamment investi depuis une vingtaine d'années sur les questions liées à l'Afrique. Je sais que vous êtes le rapporteur spécial du budget Action extérieure de l'État et vous êtes également le président du groupe parlementaire sur la diplomatie économique avec l'Afrique. Monsieur le député, selon vous, quel est le préalable indispensable des bonnes relations économiques, notamment entre l'Afrique et la France? Bonjour à tous, tout d'abord, et puis merci à Euratechnologie de nous recevoir, et puis merci au président du CPA d'être passé par Lille, d'être passé par le Nord. Ce n'est pas la première fois qu'il passe par le Nord, parce qu'on est passé par Roubaix, on est passé par Tourcoing, etc. Donc le Nord est un département très très attractif pour la relation avec le continent africain. Puis je salue tous mes amis, je pense à mon Gizidi qui est ici, et bien d'autres encore, peut-être Luc, je ne sais pas, enfin voilà, il y en a plein ici qui sont masqués, que je ne reconnais pas forcément, qui ne m'en veuillent pas, et puis une pensée pour Pierre de Saint-Ignon, que j'ai bien connu, et qui est aussi le papa d'Euratechnologie. Alors oui, la relation économique, elle est aussi porteuse de messages à d'autres continents, à d'autres pays. On fait de la diplomatie, bien sûr, à travers le commerce, à travers l'économie, et mon ami Franck Riester le fait très bien en étant ministre du Commerce extérieur et en s'investissant pleinement dans la relation à l'Afrique. Mais la première des relations, c'est d'abord de se connaître. Et ce qu'on a fait tout à l'heure, les uns les autres, c'est de se checker, se dire « Ah, je te reconnais, toi, on est en réseau », parce que maintenant, bien souvent, d'abord, on commence par Facebook, LinkedIn, les réseaux sociaux, avant de se voir en vrai, en live. Et puis, ça m'a permis à ce jeune du Burkina, Alfred, avec qui j'avais discuté, de me donner son ouvrage ici, le grand livre de la diaspora burkinabé. Vous voyez, les relations interpersonnelles sont absolument indispensables. Donc, moi, je plaide au niveau du Parlement, parce que le Parlement a aussi une diplomatie qu'elle doit faire jouer. Elle doit aussi accentuer ses messages, mais aussi sa relation avec nos collègues africains. Et donc, moi, je plaide pour que la rencontre puisse se faire tous azimuts. Il y a plein de rencontres possibles. Je me souviens d'être allé à Bamako, par exemple, visiter le hub. Je ne sais jamais dire le nom, un peu le Euratechnologie, mais bien entendu très très loin de Bamako. Et j'avais appelé tout de suite mon ami Raouti Chehi pour lui dire, écoute, ce qui serait bien, c'est qu'on mette en réseau. Donc il y a vraiment du potentiel, parce que l'idée, c'est quoi? C'est que plein de choses se font. En France, beaucoup de choses se font. Et je pense que le mandat du président Macron a été vraiment le mandat de la priorité africaine de la France. Alors certes, beaucoup de choses peuvent encore être faites et vont encore être faites d'ailleurs au demeurant, on est tout à fait optimiste, mais beaucoup de signaux positifs ont été envoyés, mais il y a aussi naturellement, vous le voyez bien, à travers le Mali, à travers le Burkina Faso, beaucoup de signaux négatifs qui sont envoyés par les puissances étrangères, mais y compris aussi parfois parce qu'il y a des malentendus entre les peuples. Alors pour lever les malentendus, il n'y a rien de tel que se parler. Si on ne se parle pas, c'est mort. Vous voyez, je sors tout à l'heure d'une réunion avec les anciens combattants de ma circonscription qui m'ont parlé de la guerre d'Algérie. Ça reste, alors ce sont des gens qui ont 80 ans, ça reste encore un point de sensibilité. C'est pas évident, c'est pas évident. Et donc on a besoin de se parler, on a besoin de s'appuyer sur des thèses historiques qui soient étayées, qui soient incontestables, pour qu'on puisse avoir une vraie relation d'homme à homme, de femme à femme, qui soit une relation apaisée, apaisante, constructive. Donc, pour revenir, je suis très bavard, donc vous avez intérêt justement, on a des limites de temps. À l'Assemblée nationale, on a Fabiola qui je suis un parlementaire opprimé, mon cher Wilfried. On a 2 minutes et on a 5 minutes. Ce qui fait que quand on a la parole dans un lieu qui n'est pas l'Assemblée, on la préempte, en fait. C'est ça le problème. On est honoré d'avoir le député avec nous, donc, cher Vincent. Il va me couper, les gars. C'est pas exactement ça la consigne, parce qu'on a beaucoup de monde. Donc, mais je pense que justement, la relation, elle est d'abord interpersonnelle, Merci. elle est d'abord amicale. Et moi, j'avais plaidé dans un rapport que j'ai fait pour Édouard Philippe, pour qu'on ait une espèce de mythique. J'avais provoqué, vraiment, en appelant mythique, parce que la rencontre soit amoureuse, affective, d'affaires et d'entreprise, peu importe, c'est une rencontre. Et donc, il faut provoquer les conditions de la rencontre, tous azimuts, parce que rien ne se fait dans la durée si on ne se connaît pas les uns les autres. Alors, on pourra faire plein de choses de manière économique, de manière technologique, par les transferts, mais si on ne se connaît pas bien, ce n'est pas la même chose. On peut construire de belles choses et aller beaucoup plus loin ensemble. Merci Très beaucoup, bien. monsieur Merci le député. beaucoup, monsieur Vincent Ledoux. Et on va justement échanger maintenant avec, un grand merci en tout cas pour cette intervention. On va échanger avec Wilfried Loriano Dorogo, qui est le coordinateur du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Je trouve que ça peut être intéressant de nous expliquer un peu comment est née justement l'idée de mettre en place ces différentes solutions qui viennent accompagner les entrepreneurs. D'abord, bonsoir à tous et merci infiniment pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui
d'être là. Je vois des étudiants, je vois des entrepreneurs, je vois surtout des acteurs du changement qui poussent au quotidien le sujet de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat de la diaspora. Et je pense que, honnêtement, c'est le moment de vous remercier pour tout ce que vous faites et aussi pour tous ceux qui sont derrière les écrans à nous suivre, à suivre cet événement. Je voulais aussi en profiter pour remercier le député Vincent Ledoux, cher Vincent, d'être présent à nos côtés. Et je vais passer la parole tout à l'heure à mon collègue du CPA, Mbaye Diallo, qui est succédaire à Lille, qui est enseignant, et donc qui va nous dire un mot tout à l'heure. Mais avant ça, je voulais également, bien entendu, remercier Yann Kervelec de nous recevoir dans ses locaux et aussi de le féliciter pour tout ce qu'il fait pour l'entrepreneuriat. Je sais que vous incubez beaucoup d'entreprises, vous portez une attention sur l'entrepreneuriat de la diaspora également, et c'est vraiment l'occasion de vous remercier. Chère Fabiola et Yacine, merci aussi. Cher Kang, merci pour ta mobilisation constante sur ces sujets-là. Je vais revenir tout à l'heure pour laisser la parole à Mbaye. Mais avant ça, rappelez peut-être que c'est vrai que ça fait plus d'un an, que nous faisons des tours de France pour aller à la rencontre des entrepreneurs, pour comprendre finalement quelles sont leurs attentes, leurs préoccupations, et finalement co-construire avec eux quelles sont les solutions les plus indiquées à leur situation pour avancer. Je vais en parler tout à l'heure. Et de cette co-construction-là, nous avons fait émerger des solutions dont je vais parler tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, je vais passer la parole à Mbaye et je reprendrai la parole tout à l'heure pour entrer plus en détail. Merci Wilfried. Bonjour à tous. Mbaye Diallo, professeur à l'Université de Lille. Je suis vraiment ravi vraiment de vous accueillir ici, dans mes terres, puisqu'en fait, je suis basé en fait dans une faculté qui s'appelle Institut d'administration des entreprises, l'IAE de Lille. Et je suis vraiment très content, en tant que membre du CPA, venir échanger avec vous, vous écouter surtout, parce qu'en fait, le CPA, comme Wilfried le disait, hein, c'est vraiment une structure en fait qui est là, qui est à l'écoute de la diaspora, qui est à l'écoute en fait de tous les acteurs qui sont intéressés par le continent africain et par la diaspora africaine, pour remonter les solutions, pour remonter en fait ce qui nous vient du terrain directement au président de la République. Je remercie Vincent, avec qui je travaille beaucoup sur ces sujets-là depuis 2 ans maintenant, et plus particulièrement sur la question étudiante, parce qu'il y a pas mal d'étudiants en fait qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, et au sein de l'IAE, pourquoi nous les accompagnons. Nous travaillons d'ailleurs avec Euratechnologie, avec Yann, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, sur une salle d'expérimentation que nous avons en fait sur le site de Blanchemaille, pour ceux qui connaissent Roubaix. Donc je suis vraiment très très content. Je ne vais pas être aussi bavard peut-être que mon ami Vincent, pour vous laisser la parole à l'audience, à nos invités. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à monsieur. Un grand merci pour cette intervention, et nous sommes aussi très ravis de vous avoir avec nous sur ce panel. Kag Sanoussi, vous êtes le président de l'Institut international de gestion des conflits. Vous avez accompagné plusieurs entrepreneurs. Et ce qui était intéressant quand on a échangé un peu avant, vous m'avez dit que vous avez fait une étude justement qui permettait de retracer un peu les grandes lignes qu'on retrouvait dans les projets qui pouvaient être portés par les entrepreneurs de la diaspora. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu justement les enseignements de cette étude qui a été portée? Merci Fabiola, bonjour à tous et à toutes. D'abord, permettez-moi de dire en quelques secondes un mot de remerciement à tous les invités ici présents. D'abord, vous qui êtes dans la salle et devant les écrans. Et remercier Wilfried par rapport à l'action du CPA et bien sûr le secrétaire général du CPA, Tony Bernard, qui est toujours aux manettes, mais qu'on ne voit pas souvent sur le podium pour le travail fait. Bien sûr, Vincent Ledoux, le député de la région, et donc tous les acteurs. Merci par rapport à cette présence-là. Je voulais d'abord, avant de donner les éléments de cette étude, préciser l'importance du rôle de la diaspora, parce que c'est important. C'est vrai que les diasporas africaines s'investissent depuis longtemps dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et c'est pourquoi c'est encore plus intéressant de féliciter l'action du CPA
qui rentrent dans un mouvement pour apporter, je dirais, un peu de dynamique, pour apporter un élan supplémentaire par rapport aux choses qui existent. Parce qu'il y a une initiative qui a commencé depuis un certain nombre d'années. Et c'est important de le comprendre que la diaspora qui investit ici et en même temps la diaspora qui investit là-bas. Ici, c'est la France. Là-bas, c'est dans les pays d'Afrique. Parce que tous les acteurs de la diaspora sont toujours impliqués dans le transfert d'argent. Nous tous, de quelque manière que ce soit. Et je le dirai par rapport à notre étude tout à l'heure. Et c'est important de souligner le fait que, comme le disait le député Vincent Ledoux, nous sommes dans l'ère de changement des paradigmes. L'accompagnement des acteurs de la diaspora est un accompagnement utile. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a même une étude qui a montré que la diaspora participait quasiment à presque 10% par rapport au développement économique en France. Et nous savons que les fonds transférés par la diaspora représentent à peu près plus de 3,5% du PIB, ce qui est supérieur à l'aide au développement. Donc, on voit que l'investissement de la diaspora est un investissement qui est un investissement stable par rapport à l'aide qui est une aide qui est fluctuelle. Parce que parfois, il y a des pays qui n'ont pas d'aide, ainsi de suite, et de toutes les façons, on n'a jamais développé un pays avec de l'aide. Donc, revenir à la diaspora en termes d'investissement, nous avons fait une étude en tant qu'institution internationale de gestion des conflits, parce que nous avons compris qu'aucun pays ne peut se développer quand il n'y a pas d'entreprise. Et l'entrepreneuriat ne peut pas marcher quand il n'y a pas de paix, de sérénité. Et aucun entrepreneur ne peut être un entrepreneur durable s'il ne sait pas gérer les conflits quotidiens qu'on vit dans chaque entreprise. Donc, c'est partant de ça que nous avons fait cette étude et qui nous montre des éléments assez intéressants. D'une part, par rapport au flux d'envoi des fonds. Nous savons qu'aujourd'hui, que quasiment presque 82% des acteurs de la diaspora, c'est une étude qui concerne 900 personnes en 2018. Donc, 900 personnes, c'est assez significatif. 82% des acteurs envoient quotidiennement de l'argent au pays. Et dans le quotidiennement, il y a 64% qui envoient tous les mois de l'argent au pays. Et la moyenne haute à 42% concerne un fonds entre 300 et 500 euros. Donc, c'est dire qu'il y a un envoi important d'argent. Et cet envoi-là, c'est là où il est important de voir que quand je veux parler de l'investissement ici, c'est forcément là-bas. Parce que ça va dans des secteurs, bien sûr, au niveau familial. Parce que la famille représente quasiment 80% d'envois. Mais on s'aperçoit que ces envois-là concernent à 22% les projets économiques. Ce n'est pas encore assez, mais c'est un élément assez important. Et ce qu'il faut voir, c'est que les acteurs de la diaspora, par rapport au pays d'origine, les domaines qui sont les domaines plus attractifs ou qui les intéressent, c'est essentiellement au niveau de l'agroalimentaire. Les gens veulent investir dans l'agroalimentaire. Il y a beaucoup de business à faire à ce niveau-là. Il y a aussi au niveau, c'est pas encore donc, quelque chose qui commence à se développer énormément, mais on voit des choses au niveau, je dirais, digital. Donc, au niveau, par exemple, des techniques de transfert de fonds, au niveau donc, des marchés des e-commerce. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui veulent investir dans ce domaine. Et puis, vous avez également le secteur commercial. Au-delà de e-commerce, nous avons le secteur commercial, ce qui fait que l'argent qui est envoyé souvent aux familles n'est pas seulement de l'argent pour manger. Les gens pensent que c'est simplement pour consommer, mais dans cette consommation, il y a de petites activités économiques informelles qui se développent. Je dis ça parce que l'entrepreneuriat ici, et c'est pourquoi nous encourageons les gens, les compatriotes, les acteurs qui investissent ici par rapport à la diaspora, mais nous encourageons aussi le fait que nous avons deux jambes. Quand on est de la diaspora, on a deux jambes. La jambe droite et la jambe gauche. Et on aime les deux jambes. Cela veut dire que, oui, je sais qu'il y a des centristes ici, mais je ne parle pas politique. Moi. Voilà, je parle des jambes. Et voilà. Merci beaucoup. Et en tant qu'acteur de la diaspora, quand on a deux jambes, quand on est par exemple en France, on est en même temps d'un pays. Et on aime les deux pays. Et quand une jambe est desséchée ou atteinte de kwashiorkor, une maladie, donc manque de protéines, et qui est donc affaiblie, on n'est pas bien. Donc nous avons l'obligation, et c'est important le message que je passe, c'est que nous avons besoin que les deux jambes fonctionnent bien. S'il y a une qui est malade, nous sommes malades. Et donc notre rôle en tant qu'acteur de pont, c'est de faire en sorte que, oui, ici, mais là-bas aussi, faire en sorte que la paix puisse régner, le développement soit un développement équitable, un développement harmonieux, parce qu'il vaut mieux apprendre à gagner 25% avec un partenaire et gagner 25% pendant 40 ans, que de vouloir gagner 95% avec un partenaire et gagner que pendant 2 ans. Et donc, l'entrepreneuriat ici et là-bas doivent intégrer cette posture éthique qui est importante. Et pour finir, je sais que le temps court, Fabiola, nous avons pensé que
cette réunion que nous faisons dans notre région, dans les Hauts-de-France, à Lille, la plus belle ville de France par ailleurs. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, nous pensons que nous avons demandé donc au CPA qu'il puisse y avoir ici un atelier pratique, pour que par rapport aux produits développés par le CPA, notamment le Meet Africa, les jeunes porteurs de projets puissent avoir un moment donné, parce que là, on va parler pendant 2-3 heures à peu près, mais ça va vite. Et que pendant ce temps d'atelier, les gens puissent venir avec leurs projets, tous les partenaires que nous avons ici, et qu'ils puissent venir pour aider les jeunes, pour faire en sorte que les projets qui sont en immersion puissent sortir, et qu'avec l'investissement au niveau de l'entrepreneuriat, qu'on aide à écrire un nouveau narratif pour l'Afrique et la diaspora. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Un grand merci, Kak Sanoussi. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais les yeux de Aïssa ont brillé quand vous avez parlé de l'agroalimentaire. C'est une chouette entrepreneur qu'on est ravis de recevoir tout à l'heure dans le panel. Un grand merci à vous pour toutes ces interventions et pour cette entrée en matière qui a été hyper riche. Je vous propose de continuer les échanges avec Daniela Tchana, qui est fondatrice de Bismart Edu. Je lui ai parlé plusieurs fois au téléphone et Dieu sait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à dire son prénom, qui a créé une start-up, EdTech, et qui est une prépa en ligne. Ça va être bon pour nous. On va laisser